Bonjour à tous, je suis vraiment content d'être parmi vous. Alors, et bien sûr, un petit peu distant, mais ce sera mieux pour une prochaine fois. Là, l'objectif de ce que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est vous montrer comment est-ce qu'il y a un petit peu de matériel et puis pas mal de bidouilles, on peut faire des choses marrantes. C'est pas très très compliqué ce que je montre, ça sort un petit peu des sentiers battus. Et en fait, ce que je montre là particulièrement n'est encore possible que pendant quelques années. Après, il faudra beaucoup plus de matériel pour aller plus loin. Et donc, aujourd'hui, c'est la facilité avec laquelle on peut faire ce genre de choses. Donc, c'est un Raspberry, un petit peu d'électronique, mais vraiment pas beaucoup. Et puis, pas mal de patience. Je vous souhaite une très bonne conf. Et puis, bien sûr, c'est les questions après. J'essaierai de faire de mon mieux pour y répondre. Alors, Bonne attention à tous. alors, j'ai déjà une question, moi. Juste, parce que tu disais que dans quelques années, ce ne serait plus possible. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, tu verras, dans ce que j'expose là, c'est lié à des satellites, à une certaine génération de satellites. Et ce type de satellite-là va bientôt être mis hors service. D'accord. C'est un satellite, ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'espace. Un satellite, c'est garanti 2 à 3 ans. Et le fait qu'il soit aussi longtemps dans l'espace, bah, c'est bien, mais en fait, la société ou l'organisation qui est derrière les décommissionne régulièrement pour mettre des nouveaux à la place et changer le matériel, le renouveler régulièrement. Donc là bah, c'est quelque chose qui va encore être faisable pendant 3 à 4 ans, et puis après, ce sera terminé. On pourra toujours le faire, mais d'une manière plus compliquée, D'accord. D'accord. Bon, bah, on va Avec du découvrir ça. matériel plus évolué. Alors, je te laisse couper ton micro pendant qu'on met la vidéo, parce que tu vois, on sent déjà qu'il y a un petit écho. Comme ça, voilà, impeccable. C'est parti. Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui un de mes derniers joujoux avec lequel en fait j'ai pu m'occuper ces derniers mois et qui consiste à recevoir des images satellites avec un Raspberry Pi. Je m'appelle Guillaume Ombré, je suis consultant et formateur à Zenica Nantes. Et donc la présentation d'aujourd'hui va porter sur comment est-ce que on peut réaliser assez facilement avec du matériel grand public des images de ce type-là. Alors on n'est pas au niveau de ce qu'on peut voir à la télévision. Alors c'est des images de synthèse, il y a pas mal de travail de ce côté-là. Là, c'est vraiment des choses plutôt de basse résolution que je vais vous présenter, qui sont faciles d'accès, qui sont encore faciles d'accès. L'ensemble, en fait, se fait avec du matériel grand public. C'est de l'assemblage. Il n'y a pas de solution plug and play dans ce que je mets en œuvre, mais c'est une partie logicielle, une partie matérielle. Et l'objectif, c'est de montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça sans trop de difficultés. Et pour comprendre, en fait, comment c'est possible, eh bien, on va passer un tout petit peu de temps sur le fonctionnement des images satellites et la capture qu'il y en a derrière. Il faut savoir que les images que je capture sont issues de satellites américains qui gravitent autour de la Terre depuis. C'est un programme qui date des années 60 et dans lequel il y a eu une vingtaine de satellites qui ont été envoyés. Là, en ce moment, au-dessus de nos têtes, il y en a encore trois qui fonctionnent, et puis il y en a de nouveaux maintenant qui ont des équipements encore différents. Et ce type de satellites de météo sont blindés de capteurs. Il y a des capteurs infrarouges, capteurs micro-ondes, des mesures d'ozone, de l'image, de l'imagerie, comme on le verra. Et en fait, ça dépend. Enfin, ce sont des satellites qui ont des durées de vie assez courtes en général. Les équipements sont garantis entre 2 et 3 ans. Et puis après, s'ils continuent à vivre, tant mieux. Mais là, c'est des conditions qui semblent assez dures pour tout le matériel. C'est les satellites qui valent, alors les derniers valent à peu près 220 millions de dollars. Et les deux satellites que j'écoute principalement, ça s'appelle NOAA 18 et NOAA 19. Le premier a été lancé en 2005, le deuxième en 2009. Et là, aujourd'hui, il y a encore d'autres générations de satellites qui sont en l'air. Alors pour comprendre un peu comment ce qui fonctionne, eh bien, ce sont des satellites qui gravitent autour de la Terre, qui font une révolution en une centaine de minutes à peu près. Donc ils font 14 fois la révolution de la Terre par jour, et qui ont un plan d'orbite qui est parallèle au Soleil. Ce qui fait qu'ils ont à peu près toujours le même éclairement.
Et donc ça, c'est plutôt intéressant pour justement prendre en photo les parties illuminées de la Terre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, on le sait bien tous, hein, l'aventure spatiale est toujours clairsemée d'embûches. Là, on a une photo de NOAA 19, donc le dernier satellite de cette génération-là qui a été envoyé et qui est tombé lors d'une phase de retournement. En fait, il était vertical et puis à un moment, les opérateurs le mettent horizontal pour vérifier tous les instruments qui ont été montés dessus. Et la chute a été provoquée par des boulons qui ont été retirés sur la plateforme circulaire blanche que l'on voit à gauche de l'écran. Alors là, c'est une série de ratures humaines, enfin d'erreurs humaines, où il y a un opérateur qui a fait une opération de maintenance, qui n'a pas documenté, et puis il y en a un autre qui a pris la plateforme de maintenance, mais qui ne l'a pas numérotée, enfin qui n'a pas indiqué qu'il allait la prendre. Et donc en fait, c'est une série d'erreurs qui a quand même coûté 130 millions de dollars, donc en gros la moitié du satellite à refaire. Et alors ce satellite, il a encore eu quelques difficultés après, c'est que son départ, lorsqu'il était monté dans la fusée, a dû être retardé, a dû être refait 2 fois. La fusée n'a pas réussi à décoller 2 fois, et suite encore à des problèmes mécaniques. Donc tout est là pour que... Enfin, il y a vraiment comme si le diable était autour de ce satellite-là. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le protocole de communication que l'on va chercher à écouter s'appelle le APT. Donc c'est un protocole de transmission d'images qui est vieux, qui date donc du début de ce programme de satellite, donc des années 60. Donc c'est une transmission analogique dans laquelle on va trouver les images, après en parler, plus de la synchronisation des informations de télémétrie pour que les bases au sol puissent resynchroniser l'image et la reconstruire dans des meilleures conditions. La qualité de réception, la qualité de l'image reçue est vraiment très très faible. On a pour un pixel 4 km. Un pixel représente 4 km de visible. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas extraordinaire. Aujourd'hui, sur un Google Maps ou autre chose, on a des images qui sont de bien meilleure qualité, parce que ce sont les avions qui font des photos du sol. Mais là, pour l'époque, eh bien, c'était très intéressant. Et dans notre cas, en fait, ça va être plutôt facile pour notre matériel pour récupérer ces infos-là. En termes de fréquence, on a 137 MHz. On verra un petit peu plus tard où est-ce qu'on est dans les différentes fréquences, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très accessible aujourd'hui. Alors dans les données que l'on reçoit, eh bien, ça va être une image de cette forme-là. En fait, le satellite, il va passer au-dessus de nous et on va pouvoir recevoir les informations que lorsqu'il est vraiment en visible. Ça veut dire lorsqu'il apparaît vraiment dans le ciel. Et donc, les images que l'on reçoit sont plus ou moins bruitées. Donc, on voit que le haut et le bas de l'image sont vraiment abîmés. Et donc, on a toujours 2 composantes dans une image. On a ici le canal de gauche. Donc, l'image la plus foncée, c'est une photographie en infrarouge. Et le canal de droite, la partie vraiment la plus claire de l'image, c'est une imagerie thermique qui a été faite. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir recomposer ces 2 images en appliquant différents traitements dessus pour leur redonner un peu plus de visibilité. On va le voir juste après. Ça sont les images que j'ai faites le 3 septembre lors d'un passage de NOAA 18, donc un des satellites, vers 11h15 le matin. Dans les images, en fait, là, on va reprendre une un petit peu plus fine. Sur une image, en fait, si on zoome dessus, donc là, j'ai pris la partie gauche de l'image précédente, et on voit au centre des choses compréhensibles par l'homme, et de chaque côté, il y a 2 bandes qui vont être des informations de synchronisation pour les différents outils de décodage de ces images-là. Alors, il y a toute une littérature autour de la signification des différentes bandes de couleurs, etc. Mais ça permet aux outils de savoir l'image, la ligne qu'ils sont en train de recevoir, et bien à quoi est-ce qu'elle correspond. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces satellites ne prennent pas une photo complète du globe et l'envoient. Ils fonctionnent un peu comme les scanners.
un scanner que l'on a pour scanner des feuilles de papier, comme on peut avoir chez nous, eh bien, c'est une lentille, comme un appareil photo, mais qui scanne juste une seule ligne et qui va se déplacer du bas de la page vers le haut de la page. Et bien là, avec les satellites, c'est exactement la même chose. Et donc, en fait, il nous transmet une ligne à la fois. Et donc, il y a besoin de savoir, les lignes, quand je les reçois, à peu près à quelle position elles se trouvent dans tout ce que dans toutes les autres lignes que je ressors par derrière. Je pourrais très bien recevoir, par des effets de Doppler, une ligne avant l'autre, etc. Donc, ça permet de tout bien resynchroniser. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ces satellites nous transmettent une image dont la géométrie est déjà corrigée. La courbure de la Terre est déjà corrigée côté satellite, et donc côté récepteur, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec ce genre de choses. Alors une fois que j'ai mes images, qu'est-ce que je peux faire avec? Eh bien, j'ai la possibilité ici de la recombiner, donc de prendre mes deux photos, de les mettre l'une sur l'autre, et ici d'en faire une image avec une vision infrarouge qu'on a un petit peu plus l'habitude de voir, avec les régions froides en bleu, les régions vraiment chaudes en rouge, et puis après en jaune au milieu, les zones un peu plus tempérées. Donc là, on reconnaît bien. Alors depuis le début, là, je vous montre une photo de la France, et on voyait bien l'Espagne, la Corse, l'Italie et les autres pays tout autour, et le nord du continent africain. Et donc, cette image-là, c'est une des premières images qu'on va pouvoir décliner à partir de cette double réception que l'on ressort en permanence. En fait, il faut savoir qu'il existe plusieurs algorithmes qui permettent de mélanger les images et d'en obtenir également. On a une autre version là qui permet cette fois-ci d'avoir quelque chose un petit peu plus parlant pour les humains, donc de mieux voir les continents et les mers. Donc là, c'est des couleurs vraiment recomposées et qui sont plutôt fausses. Le satellite, il ne voit pas tout à fait ça, mais c'est ce qui nous parle le plus comme réception. Et puis, si on continue dans les traitements, eh bien, on a une autre, cette fois-ci, qui est beaucoup plus sympathique, où là, il y a un overlay qui est ajouté sur la carte et qui permet de redessiner les différents pays et les continents, qui met également l'accent sur les mers pour qu'on puisse mieux identifier sur quelle partie du globe est-ce que la photo a été prise. Donc, pour avoir cet overlay, eh bien, dans l'un des logiciels que j'utilise, je vais lui donner ma position GPS assez précise pour que derrière, en fait, il connaît l'heure de passage du satellite, il va connaître la trajectoire du satellite, il connaît ma position, et donc à partir de tous ces éléments-là, il va pouvoir en déduire quel est les différents, sur la carte qu'il va recevoir, la photo qu'il va recevoir, comment replacer l'overlay qu'il calcule tout seul. Alors pour les satellites, en fait, ils ne sont pas en permanence au-dessus de notre tête. Donc je vous ai dit qu'il y avait des révolutions qui étaient faites, et il existe plusieurs outils sur net qui permettent de connaître leur position à tout instant. Il y a un site que j'utilise bien, donc c'est N2YO, qui permet d'avoir bien plus que ces satellites de type NOAA, et qui permet de dessiner donc sur une carte la trajectoire de ces satellites-là. Donc ici, là, on va avoir la position à peu près en temps réel du satellite, et les logiciels que j'utilise vont également se remettre à jour tous les jours pour connaître les heures de prochain passage de ce satellite-là au-dessus de ma tête. Alors, dans une journée, eh bien, il peut y avoir entre 4 et 9 passages. Et donc là, pour le coup, là, c'est toujours le 3 septembre 2020 où il y a eu 3 satellites qui sont passés au-dessus de moi. Vous voyez, alors je les ai mis en couleur pour qu'on les identifie mieux. Mais NOAA 18 qui est passé en fin de matinée et en début de soirée. Et puis NOAA 19 qui a fait quelques passages également. NOAA 15. Donc ce sont 3 satellites qui vont me permettre d'alimenter mes images régulièrement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un passage d'un satellite prend environ 20 minutes. Pendant 20 minutes, j'ai un outil qui va se charger de faire une capture du signal audio. Et après, avec le Raspberry, il faut encore une dizaine de minutes de traitement
pour produire entre 6 et 8 images, des compositions de toutes les images que je viens de vous présenter. Alors il y a un facteur également qui est important sur la qualité de la réception que l'on va avoir, c'est l'élévation. L'élévation, donc c'est ce qu'il y a sur les lignes que je vous présente à l'écran. Là, si on prend la ligne de 19h30, de NOAA 19, 79, c'est quel est l'angle du satellite avec mon point de réception. Plus le satellite va être au-dessus de moi, meilleur je vais de réception, et également l'image sera centrée par rapport à mon point de réception. Si j'ai une élévation qui est assez faible, eh bien le satellite en fait passe pas complètement au-dessus de moi, il reste visible dans mon champ de réception de radio, mais l'image sera centrée sur la partie plus ou moins, enfin la partie du globe qui l'intéresse. Donc il y a des moments où je reçois des images qui sont centrées sur l'Atlantique et d'autres des images qui sont centrées plutôt sur l'Europe de l'Est. Alors il faut bien toujours avoir en tête, c'est que je reçois toujours la région dans laquelle je suis. Donc je vois toujours l'Est de la France ou l'Ouest de la France. Je ne vais pas recevoir une image d'un satellite qui se trouve au milieu de l'océan Atlantique ou vraiment au-dessus de la Russie. Alors une fois que j'ai commencé à avoir en tête toutes ces données sur les satellites, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Maintenant, je vais me pencher plus sur comment les recevoir. Alors, pour recevoir un satellite de ce type-là, alors ça fait des années en fait qu'il est possible de les recevoir. Il n'y a pas de hack, on ne casse pas de clé ou quoi que ce soit. Les données circulent en clair dans les ondes radio. C'est clairement l'objectif de la NASA qui est derrière ces projets-là, de fournir de manière gracieuse ces données-là. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser du matériel plutôt grand public aujourd'hui. Il existe du matériel spécialisé pour recevoir ces images-là, mais là, dans notre cas, on va plutôt parler de réception logicielle. Alors, la réception logicielle, en fait, il faut la mettre en opposition à la réception analogique telle qu'on la connaît dans nos postes radio aujourd'hui qu'il y a dans nos voitures. En fait, dans nos voitures, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une antenne qui va être reliée à ce qu'on appelle un amplificateur de radiofréquence, sur lequel, lorsque le signal est amplifié, il va y avoir un filtre passe-bande qui va être réalisé. Donc, ça permet juste de sélectionner on va commencer à sélectionner la fréquence sur laquelle on veut faire l'écoute. Ensuite, le mélangeur audio qui lui va vraiment permettre d'extraire la fréquence sur laquelle on écoute à partir d'une fréquence constante. On continue sur un filtre audio, donc qui va nous permettre d'avoir vraiment cette fois-ci un filtre, enfin un signal audible. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple sur la radio FM que l'on écoute, on a le signal RDS. RDS, c'est ce qui permet à la radio d'afficher le nom de l'artiste ou le nom de la radio, etc. Ça, ce sont des données qui ne sont pas audibles, mais que notre poste radio reçoit. Donc il faut enlever ces données-là, sinon ça va donner des parasites sur la partie audible. Et une fois que ce filtre est appliqué, j'ai un ampli qui va rendre cette fois-ci ce signal interprétable par un haut-parleur. Donc ça, c'est un récepteur analogique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. En radio AM, FM et plein d'autres protocoles, c'est quelque chose qui est assez commun et qui est plus ou moins complexe à réaliser. Mais ça reste vraiment avec des composants type résistance, condensateur, self, des choses qui sont pas très très dures d'un point de vue électronique. La partie récepteur numérique permet en fait d'avoir une approche vraiment radicalement différente. C'est qu'on va chercher à numériser le signal le plus tôt possible. Et en le numérisant le plus tôt possible, eh bien, ça permet d'appliquer des algorithmes de retraitement du signal bien avant que du matériel des résistances des condensateurs ait pu altérer ce signal-là. Donc l'objectif, c'est d'avoir une antenne qui, donc toujours branchée à un amplificateur radiofréquence, mais dès la sortie de cet ampli-là, eh bien, je vais avoir un convertisseur analogique numérique et qui va me permettre de transformer donc, des tensions, des variations de tension en un signal numérique que je fais rentrer après dans une CPU. Puis une fois que je suis dans ma CPU, vous savez bien, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Appliquer et transformer de Fourier, c'est les choses les plus connues que l'on peut avoir, mais avoir des choses beaucoup plus évoluées en termes de traitement du signal pour aller plus loin. Alors la notion
de récepteurs numériques est vraiment déjà largement utilisé aujourd'hui. La vraie introduction dans le grand public a été faite avec le GSM. Donc c'est les premiers téléphones portables qu'on a pu avoir, les premières normes, et la 3G, la TNT sont des choses de grand public qui fonctionnent également avec cette approche-là. C'est plutôt facile d'accès. Comme c'est du logiciel, c'est vraiment facile pour prototyper. Alors, bien sûr, il faut avoir des connaissances en termes d'algorithmie, etc. Mais il n'y a pas besoin, lorsque je vais changer mon algorithme, de reconstruire une plateforme électronique et de la refaire imprimer, de la refaire graver, de ressouder les composants dessus, etc. Et puis, en fait, ça ouvre des possibilités en termes de modulation et de démodulation de signal vraiment intéressantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la TNT que l'on reçoit aujourd'hui utilise des protocoles de transformation du signal qui ne sont vraiment pas possibles à réaliser avec juste du matériel. Il y a vraiment besoin d'algorithmies de CPU qui bossent pour transformer tout ce signal-là. Et comme c'est du logiciel, eh bien, ça veut dire qu'il y a des mises à jour qui sont possibles, et c'est ce qu'on a assisté lors de la transition de GSM à Edge. Normalement, mais les constructeurs bien sûr n'ont pas tous joué le jeu dans ce sens-là, mais c'était juste un patch logiciel qui permettait de passer de la norme GSM à Edge, parce qu'il n'y avait que les fréquences de transmission des données étaient toujours les mêmes, le matériel était toujours compatible, juste les algorithmes ont évolué pour prendre en compte cette transition-là. Alors après, ce qu'il faut savoir avec ce type de radio logiciel, c'est que ça permet également de recevoir un petit peu tout et n'importe quoi. Par exemple, recevoir la radio FM avec un ordinateur, ça devient possible. Alors aujourd'hui c'est un petit peu étrange, mais dire je branche mon antenne sur mon ordi pour recevoir la FM, eh bien je vais pouvoir le faire. Ou alors on va pouvoir également capturer les messages des abribus qui affichent le prochain bus arrive dans tant de temps. Ça apparemment aujourd'hui ça circule avec sur des bandes de fréquences qui étaient utilisées autrefois par les tam-tams. Alors je ne sais pas si la majorité d'entre vous se rappelle de ce genre de choses, mais les petits appareils qu'on utilisait avant les téléphones portables, qu'on avait dans notre poche, et qui permettaient d'afficher sur une toute petite carte électronique comme ça, avec un petit écran, rappelle-moi, ou donne un numéro de téléphone, et voilà. Les abribus fonctionnent encore avec cette techno-là. Et donc, avec la radio logicielle, on va pouvoir se remettre à écouter ce genre de choses. Alors, qui dit radio également, on parle de confidentialité des données. Il faut faire attention à ce que l'on va redistribuer sur le net ou pas. Quand c'est la même chose qu'avec les emails, si j'écoute une conversation entre deux personnes, eh bien, je n'ai pas le droit de rediffuser le contenu de cette conversation sur Internet ou de le republier ailleurs que moi. Donc, je peux éventuellement écouter, mais je n'ai pas le droit de le partager avec d'autres mondes. Par contre, les informations de type satellite, à ce niveau-là, les licences d'utilisation sont clairement établies en disant vous pouvez redistribuer ces informations-là, vous pouvez exposer et déclarer publiquement que vous les écoutez, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Alors, quand on fait de la radio, alors à mon niveau, je suis vraiment au tout début. Il y a un outil qu'on va utiliser assez rapidement qui, au même titre que Wireshark ou TCP/Dump lorsqu'on se met à faire du sniff réseau, ça s'appelle un analyseur de spectre. Donc c'est un outil qui ressemble à peu près à la copie d'écran là que je vous montre, sur lequel on va avoir la chute d'eau, donc c'est la partie bleue qui se trouve en bas de l'écran. On va avoir un historique de la force du signal. La bande du milieu où on voit des montagnes représente à un instant donné le signal sur lequel on s'est calé. Et puis ensuite, en haut à droite, on va avoir une décomposition par harmonique du signal qu'on a reçu. Alors là, je suis sur une radio. Je suis sur 100.8 et en fait là ce qu'il y a de vraiment sympathique à voir, c'est donc dans la partie en haut à droite de la capture d'écran, la forme du signal. Elle est vraiment typique d'une radio FM. Donc on a de 0 à 20 kHz, on va avoir la partie mono du signal. Ensuite on a un pic à peu près à 20 kHz
qui va être le séparateur pour le signal stéréo. Et après, en fait, les deux petits pics que l'on voit entre 50 et 60 kHz, eh bien, c'est le signal RDS. Donc, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais qui permet de transmettre le nom de la radio FM et puis l'artiste ou autre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on verra très clairement avec ce type de logiciel. Ça va vraiment nous permettre de comprendre un peu comment est-ce que le signal est formé et comment est-ce que derrière, je peux le décoder et qu'est-ce que je vais pouvoir avoir de disponible. Alors dans le monde des logiciels, il y en a plein. En termes de logiciels open source, il y a GNU Radio, qui est le couteau suisse par excellence, alors qui est un petit peu dur en termes d'utilisation, mais qui permet d'assembler des briques. Et avec, par exemple, GNU Radio, il est possible d'écrire assez facilement, alors avec des grands guillemets, mais un décodeur DVB-T2. Donc DVB-T2, c'est la nouvelle norme de la TNT qui devrait arriver dans quelques années. Ensuite, on peut faire des décodeurs pour les télécommandes de porte de garage ou autres avec ce type de logiciel. GQRX et Cubic SDR, ce sont des analyseurs de spectre, donc le type d'outil que je viens de vous montrer juste avant, et qui permettent donc de comprendre un petit peu comment est-ce que le signal est construit. La répartition des fréquences est également intéressante à connaître pour savoir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Je vous ai dit, les satellites donc, sont au niveau de 137 MHz, donc sur la gauche de l'écran, mais les récepteurs que j'utilise, enfin le récepteur que j'utilise, permet de couvrir une bande de fréquence extrêmement large, à partir d'à peu près de 80 MHz, un tout petit peu moins en fonction du récepteur. Un petit peu avant, à 27 MHz, on a la CB. Ensuite, à 100, on va trouver la radio FM, donc les satellites à 137 MHz. La domotique, donc on va en avoir une première bande à 433, puis à 866. Entre les deux, la TNT, la télé analogique, alors maintenant elle n'émet plus du tout, mais ça donne une référence. Le GSM, qui va commencer à 800 MHz, et la 2G, la 3G, le Wi-Fi, en plein milieu. Et au milieu de tout ça, il y a également ADS-B, donc ça c'est la position des avions en temps réel. J'ai fait une présentation de ça il y a un an à Devox, et c'est pareil, c'est un autre projet que j'avais mis en œuvre avec le même type de matériel, et vraiment, vraiment marrant à mettre en œuvre, et encore plus facile que ce que je vous présente aujourd'hui. Donc ce qui nous intéresse, c'est nos satellites à 137 MHz. Alors pour recevoir ce type de fréquence, qu'est-ce que j'utilise? Eh bien, c'est une carte USB qui est à l'origine, c'est un tuner TNT qui est à l'origine de cette carte-là. Lorsque, en fait, ce tuner a une grande réputation parce que un jour, un développeur un petit peu frustré de devoir utiliser sa clé USB sous Windows s'est mis à faire du reverse engineering sur ce type de chipset et s'est rendu compte qu'en fonction de comment il était paramétré, eh bien, soit il recevait un signal de la TNT entièrement démodulé, donc une image brute qui était vraiment affichable à peu près directement sur une télé, ou alors le signal non démodulé, donc pratiquement issu de l'antenne, et on recevait donc un signal à traiter. Et ce qui fait d'autant plus la force de cette clé-là, c'est son prix. Alors les premiers prix, on va les trouver autour de 25 $. Ceci est un peu plus évolué parce qu'il a un boîtier métallique qui va permettre de dissiper un petit peu sa chaleur, d'avoir des composants un tout petit peu plus haut de gamme autour du chipset pour avoir une dérive à la fréquence la plus faible possible, mais qui permet d'avoir quelque chose vraiment très très facile d'accès en termes de budget. Il y a des drivers qui existent sous Windows, sous Linux, sous Mac. Donc là-dessus, il y a une très forte communauté qui existe autour de ça. RTLSDR.com, c'est le site sur lequel j'ai acheté ce dongle-là. Et c'est un blog à l'origine. Et puis après, les mainteneurs se sont rendus compte qu'il y a vraiment une demande autour de matériel un petit peu plus évolué et qui sont mis à produire des clés de ce type-là. Et vraiment, très bon site. Et le support derrière est vraiment intéressant. Et on parle vraiment de tout sur ce site-là. Ce que je vous présente aujourd'hui, là, ça fait partie du sujet le plus bas niveau qu'on puisse trouver sur ce site-là.
Et c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui est possible. Alors une fois que j'ai mon récepteur, il me faut une antenne. Alors il existe pléthore de formes d'antennes disponibles pour recevoir les images des satellites de météo. Là, j'ai choisi un modèle vraiment très simple à construire qui s'appelle une antenne dipôle, donc avec deux bras qui font à peu près 53 cm chacun. Il y a un angle d'ouverture à respecter entre les deux, donc c'est un angle de 120 degrés. L'antenne, elle est fixe, donc c'est ce qui rend vraiment facile son utilisation. Et là, elle est orientée plein sud. Donc le satellite, lorsqu'il passe, eh bien, je vais pouvoir facilement recevoir les ondes avec ça. Ce n'est pas comme on a l'habitude de voir avec la télé par satellite, une grosse coupole avec une tête en frontale. Là, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, d'assez simple en termes de réalisation. Donc là, la longueur de chacun des brins correspond en fait à une demi-longueur d'onde, et ça nous permet d'avoir quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Il existe des montages beaucoup plus évolués qui mettent des hélicoïdes en forme, ou alors des bras plus riches en termes de nombre de bras, etc. Enfin, il faut savoir que le monde de la radio, de la réception radio, est extrêmement riche en créativité pour avoir le meilleur signal possible. Alors là, je vous ai présenté un petit peu toute la partie réception radio avec les satellites, etc. Et maintenant, on va voir un petit peu comment se passe la mise en pratique. Qu'est-ce que j'ai dû faire pour ce projet-là? D'un point de vue logiciel, qu'est-ce que j'utilise? Donc j'utilise l'ensemble tourne sous Linux, et pour ça, eh bien, il y a quelques logiciels à installer, mais qui sont vraiment pas très compliqués. Il y a RTL-FM qui va se charger de faire la capture du signal de l'antenne. Ensuite, c'est pipé dans SOX, qui est un outil qui permet de faire de la conversion, du resampling de fichiers audio. Et donc, une fois que mon signal d'antenne a traversé ces deux outils-là, j'obtiens un wave, donc un fichier wave qui est audible. Alors, je vais avoir un bip avec des petits tocs régulièrement. Ensuite, lorsque j'ai ce fichier wave-là, eh bien, je vais le passer dans un outil, WX2IMG. C'est un outil parmi tant d'autres qui va se charger de transformer ce signal audio en une image. Et là, c'est là où je trouve ça extraordinaire, c'est qu'on passe vraiment de quelque chose d'audible à une image. C'est la magie de cet ensemble. Cette chaîne se réveille régulièrement à l'aide de HAT. Donc HAT, c'est un ordonnanceur sous Linux extrêmement basique. Je lui dis, à telle heure, tu vas exécuter tel script, et ça lui permet derrière de déclencher toute ma chaîne. Alors c'est pas moi qui lui dis, il y a un outil qui permet de faire ça. Enfin, c'est du script shell à la base, et qui sont assez simples en termes d'utilisation. En termes de matériel, donc aujourd'hui j'utilise un Raspberry Pi 2. Donc c'est une petite CPU à 700 MHz avec 1 Go de RAM, et ça suffit amplement en fait pour réaliser la tâche qu'on lui demande. D'un point de vue antenne, alors là je vous l'ai présenté tout à l'heure, on a vu une petite photo d'une antenne dipôle, donc de brins, et donc là on a une vue un petit peu plus détaillée du centre de cette antenne-là. Donc les parties bleues sont les pièces que j'ai imprimées en 3D, et derrière, eh bien, les tubes sont des tubes en alu sur lesquels j'ai fixé un câble d'antenne. Alors la difficulté des tubes d'alu, c'est que c'est très très dur de souder dessus, donc il y a différentes techniques. Moi j'ai plutôt choisi de bloquer mon fil avec une vis dans le tube pour assurer un bon contact et que ce soit le plus facile à faire. Mais l'une de mes prochaines étapes, c'est que j'ai vu qu'il était possible en utilisant quelques produits du grand commerce, en mélangeant, de pouvoir provoquer une réaction qui va permettre de fixer du cuivre sur la surface de l'alu, et pour pouvoir souder dessus beaucoup plus facilement. Alors cette antenne, donc, elle est fixée dans mon jardin. Je l'ai mise en haut d'un tube PVC il doit faire 3 mètres, on va le voir là tout à l'heure, et ça, donc c'est fixé au milieu de mon jardin. Le Raspberry est également dans le jardin, et donc pour ça, eh bien, j'ai besoin de lui amener de la donnée
et du courant. Alors pour y arriver, j'ai utilisé une technique que je trouve qui est plutôt marrante et qui s'appuie sur une des particularités du câblage Ethernet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 100 mégabits, les câbles Ethernet ne sont utilisés qu'à la moitié en termes de fil. Donc il y a 8 brins dans un câble Ethernet et il n'y en a que 4 qui sont utilisés pour transmettre la donnée. Et donc il y en a 4 autres qui sont inutilisés et pour lesquels en fait on peut faire passer ce qu'on veut dedans. Et bien pour ça en fait, j'ai choisi de faire passer du courant sur ces autres câbles-là. Donc c'est ce qu'on appelle du Power over Ethernet passif. Donc l'objectif en fait c'est d'utiliser, alors ça ce sont donc la photo là que je vous présente, ce sont des adaptateurs que l'on trouve sur des sites de vente en ligne type eBay, AliExpress. Ça va valoir 3 ou 4 dollars frais de port compris. Et donc d'un côté j'utilise le câble Ethernet pour faire le transport de la donnée et du courant, et de l'autre ces petits adaptateurs qui vont se connecter soit sur mon switch, soit sur le Raspberry pour la partie data, et après sur une alimentation pour la partie courant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les câbles Ethernet sont des sections vraiment très très fines de brin, et que un Raspberry, ça consomme à peu près 1 ampère sous 5 volts. Cette section très fine de brin provoque une chute de tension qui est assez importante, et entre ma source de courant qui se trouve dans mon garage et mon Raspberry qui est au milieu du jardin, il y a 30 mètres de câble, et sur une distance comme ça, il y a une chute la résistance du câble est à peu près 1,5 ohm. Donc si on met ça en fait au regard de ma tension de 5 volts que exige un Raspberry, eh bien si je mets 5 volts en entrée de câble, j'aurai un peu moins de 3 volts, à peu près 3 volts à la sortie. Donc c'est pas suffisant pour alimenter le Raspberry. Et donc pour ça, eh bien en fait ce que je fais, c'est que je m'alimente avec un transformateur de 12 volts que je branche, et après derrière, côté Raspberry, eh ben, je mets ce qu'on appelle un régulateur de tension. Donc ça c'est un tout petit régulateur, donc c'est la petite plateforme, la petite plaque électronique bleue en bas de l'écran, sur laquelle eh bien, je vais régler avec un potentiomètre la tension de sortie que je veux, et ça me permet de pouvoir alimenter mon Raspberry sans difficulté. C'est pareil, cette carte-là vaut quelques dollars sur des sites de enchères en ligne, et c'est extrêmement répandu et c'est vraiment très très fiable. En fait, ça fait des années que j'utilise ce genre de matériel pour alimenter un Raspberry, et j'ai jamais eu de déconvenue en termes de chauffe ou autre. Alors si on met tout l'ensemble dans une boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai récupéré une boîte électrique, ça c'est ce qu'on utilise habituellement pour faire l'électricité dans la maison, sur laquelle il y a mon Raspberry, donc que l'on voit en haut à droite tout au fond, ma carte tuner sur le dessus, et si vous êtes attentif, en bas à gauche de la boîte, vous verrez le régulateur de tension. La difficulté avec ces projets, c'est vraiment la taille des connecteurs. Si vous faites attention, vous regarderez bien à droite de la clé USB, on voit le connecteur USB qui est assez important, ou alors en bas à gauche, on voit un connecteur noir, un connecteur blanc, ça c'est pour l'alimentation. C'est toujours la difficulté dans ces montages, c'est pour réduire la place, et bien les connecteurs nous limitent dans ce sens-là. Une évolution serait en fait de dessouder sur la clé USB le connecteur USB, et de souder directement le fil dessus pour gagner quelques centimètres, etc. Ça nécessite un petit peu de travail, mais rien d'insurmontable à ce niveau-là. Juste que la garantie est bien sûr complètement grillée à cause de ça. Alors ensuite, une fois que j'ai branché mon ensemble, je vous l'ai dit, il faut régler la tension au bout de mon câble. Donc là, on a une photo du réglage de ma tension au bout de mon câble Ethernet, au bout de mon jardin, où il y a le Raspberry tout seul dans sa boîte pour l'instant, sur lequel j'ai mis un multimètre qui me permet d'ajuster les 5 volts que je veux. Alors j'ai pas mis tout le câblage, j'ai pas mis la carte USB dessus, pour au cas où je me trompe dans la tension, et bien ne pas griller la carte, mais juste de griller le Raspberry. Donc on voit en bas à droite de l'écran, on voit un câble Ethernet qui sort du sol et qui va rentrer donc dans ma boîte électrique pour faire toute l'alimentation et le transport de la donnée.
Alors maintenant, là, c'est la particularité d'être en remote comme ça, c'est que je vais vous emmener dans mon jardin, on va faire un petit interlude, et puis après, on va revenir ici pour terminer la présentation. Nous voici à présent dans le jardin. Le grand tube, c'est le support, le mât de l'antenne. Au pied, on va aller dessus, c'est le Raspberry avec la carte tuner, etc. Donc, ici, la carte tuner, le Raspberry, qui est alimenté par le régulateur de tension, le splitter Ethernet pour faire la partie PoE. Donc, d'un côté, on a le connecteur pour l'alimentation qui est relié à la petite carte qui est illuminée bleu derrière, et derrière, après, qui va aller également sur la partie Ethernet. Mon câble Ethernet, donc ça c'est un câble que j'ai depuis un petit paquet de temps qui est dehors, il a été verni, il subit les intempéries, etc. et il bouge pas trop. Le câble noir qui est donc ici, ça c'est mon câble d'antenne et qui arrive au pied de mon mât. Je le fais rentrer dans le mât pour ensuite aller jusqu'en haut et là on va le retrouver sortant tout en haut de l'antenne. Donc là l'antenne elle est à peu près à 3 mètres de hauteur et ça me permet de voir les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Il y a plein d'évolutions que l'on peut faire sur ce type d'installation. Déjà, je vous ai parlé, l'antenne, elle est bien, mais pas top. Si vous faites un petit peu attention sur les images que je vous ai présentées tout à l'heure, on voit des lignes de brouillage en plein milieu qui perturbent la réception. Donc, on peut aller plus loin en termes de forme d'antenne. Ça nécessite un peu plus de travail. Il y a même certaines personnes, en fait, qui font ce qu'on appelle du hand tracking, et donc qui vont avoir une antenne et qui vont l'orienter et qui vont tenter de suivre le passage du satellite. Donc là, il y a besoin un peu plus de travail, de travailler et d'être en terrain très découvert. Là, moi, ma réception se fait, je suis en ville, j'habite en plein centre de Nantes, j'habite à Nantes, et donc je suis gêné par des arbres, des maisons qui sont autour de moi, et j'ai pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça reste vraiment très acceptable pour ce que je fais. Après, il y a une autre évolution qui est possible aussi, c'est de passer sur un autre protocole de réception d'image. Donc là, à gauche, vous avez une image reçue en APT, donc c'est ce que je fais déjà. Et à droite, c'est une image reçue avec un autre protocole qui est sur une autre fréquence, avec d'autres technos, HRPT, sur laquelle la résolution est bien plus importante, elle est 4 fois meilleure. Je vous ai dit tout à l'heure, 1 pixel égale 4 km sur ce que je reçois aujourd'hui, donc c'est sur l'image de gauche. Et bien sur l'image de droite, on va voir quelque chose où 1 pixel c'est égal à 1 km. Et donc là on a une image de meilleure qualité. Vous voyez, on discerne mieux les ombres, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Alors ça, ce qu'il y a de marrant en fait sur cette copie d'écran, c'est vraiment, ce sont 2 personnes sur Reddit qui ont dit moi j'ai reçu ça à tel moment, et puis un autre qui dit mais c'est extraordinaire, moi j'ai fait la même capture au même moment du même passage et voici ce que ça a donné. Et donc j'ai trouvé ça très très intéressant pour comparer la qualité de réception entre les deux. Alors en termes de bibliographie, il y a Instructable où il y a le b.a.-ba pour commencer. Il y a un vieux tuto sur lequel tout le monde s'appuie pour commencer avec des scripts shell pour faire toute la partie capture, ordonnancement, etc. C'est ce que j'utilise aujourd'hui, sur lequel je l'ai enrichi pour déjà que ce soit lisible, et puis ensuite le rendre un peu plus sympathique. Reddit, j'en ai parlé, il y a un sub vraiment très très intéressant, Amateur Satellite, sur lequel il y a beaucoup d'explications, la communauté est vraiment bien faite. Et puis il y a plein d'autres communautés qui existent. rtlsdr.com qui permet également d'avoir des idées de ce qui pourrait être faisable. Alors là, c'est vraiment un niveau plus, je trouve, pour comprendre un peu ce qui se passe. Le maître mot en fait de cette présentation, c'est vraiment essayer. N'hésitez pas à essayer, à expérimenter. Et puis si ça casse, en fait, c'est pas grave. Là, il y en a pour à peu près entre 70 et 90 € de matériel. En fait, là, le Raspberry, il est dehors, vous l'avez vu. S'il prend la flotte, c'est pas grave, j'en reprendrai un autre, etc. J'en ai eu un autre, en fait, avant, j'avais une webcam d'oiseau que je suis avec un Raspberry, il est resté 3 hivers dehors, sans précaution particulière en termes d'étanchéité, il était à l'abri de l'eau, mais il a très bien vécu. Et puis, s'il crame, c'est pas grave, on vous dit, on change de matériel et puis on reprend autre chose. L'objectif, c'est d'essayer et de voir un petit peu ce qu'il en est.
Je suis vraiment content d'avoir pu vous présenter tout ça. Si vous avez des questions, eh bien là, on va repasser sur le flux en direct et je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.